Bonjour à toutes et à tous, merci à vous de prendre le rendez-vous de votre émission Week Echo, l'émission qui analyse et décortique l'actualité socio-économique de la semaine. Mardi 14 février dernier, les amoureux étaient à l'honneur à travers la célébration de la fête de la Saint-Valentin. Ce rendez-vous qui se veut un moment d'intimité entre conjoints perd de plus en plus son sens originel pour se transformer malheureusement en un marché où les sentiments sont parfois tronqués contre des cadeaux comme si c'était une preuve d'amour. Le 14 février, quand le mercantilisme prend le pas sur l'amour, c'est le sujet du décryptage. Et puis lundi dernier, vous le savez, la radio était également à l'honneur. Ce puissant outil d'information et de communication est à ce jour le média le plus suivi à travers le monde. Mais aujourd'hui, à l'heure du numérique, du MP3 et de l'information disponible gratuitement sur Internet, la radio peut apparaître comme un média quelque peu obsolète, dépassé et même ancré dans une époque qui n'est plus. Eh bien, l'avenir de la radio face à la révolution numérique, ce sera le sujet de notre dossier de la semaine. Voilà pour l'essentiel de notre rendez-vous de ce jour. Installez-vous confortablement. On part tout de suite à la rédaction pour le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. Le Bénin n'est plus indifférent à la Journée internationale des femmes et des filles de sciences célébrée le 11 février de chaque année. La ministre Éléonore Yahi Ladécan des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique et son homologue Véronique Toïfodé en charge des affaires sociales et de la microfinance ont donné le top de cette célébration hier au collège Vicuna à Cotonou. Ceci à travers une séance de sensibilisation des filles à embrasser les séries scientifiques. Les avantages ont été présentés aux élèves. Renouira et Daniel Ada étaient présents à la célébration suivant le compte rendu. Elles assistent à cœur joie à cette séance de sensibilisation, les motiver à embrasser les séries scientifiques, des séries tout aussi à la portée de ces élèves filles de nos collèges. La journée d'aujourd'hui doit nous permettre de vous stimuler, de vous faire embrasser davantage les filières scientifiques. Nous, en tant que filles, nous pouvons également. Si nous nous concentrons, si nous nous appliquons, si nous nous fixons des objectifs avec discipline, il n'y a pas de raison que les mathématiques soient un secret pour vous. La ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique, en tant que scientifique, donne les raisons de choisir les séries scientifiques. Ça veut dire que si vous faites les mathématiques, vous avez l'esprit de concision. Vous n'avez pas à répéter, parler, bavarder, non. Ça veut dire que vous savez en même temps mettre un facteur. D'être assez vite, assez éveillé, assez pragmatique et de ne pas pouvoir perdre le temps. Un motif de satisfaction qu'elles ne cachent pas, elles ont d'ores et déjà piqué par l'envie de s'allier à cette nouvelle donne très porteuse pour la gente féminine. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de connaître un peu les avantages que la ministre nous a expliqués. Je suis fière d'avoir pu rencontrer ces femmes et elles constituent pour moi maintenant des modèles qui me poussent à avancer encore plus dans mes études. Nous qui sommes en série littéraire, on n'est vraiment pas pour autant attirés vers la science. Mais je dirais que c'est un programme qui inspire et qui nous pousse à vraiment aimer la science malgré que nous sommes dans une série littéraire. Il est essentiel de réduire les écarts entre les genres, donner plus de chances aux élèves filles dans les sciences, les technologies et les mathématiques pour bâtir un avenir meilleur.
La fête de l'amour, célébrée le 14 février de chaque année, est le moment propice pour offrir et recevoir des présents de l'être aimé. Dans la ville de Cotonou, divers articles sont proposés aux amoureux. Le marché de la Saint-Valentin, c'est un reportage de Maria Joël Attalé et Christian Devauchy, présenté par Ulvaeus Balogun. Coffrets, parfums, nounours, fleurs, autant d'objets exposés sur ces étalages. Ici, au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, ces articles exhibés expriment l'affection, l'amour et font référence au 14 février. Mais dans ce marché de circonstances, les clients se font rares. La vente cette année, on espère bien que les gens vont sortir pour prendre les articles. Sinon, ce n'est pas encore ça, on est là, personne ne vient. C'est le même constat ici à Saint-Michel. L'affluence est morose. Pour le moment, les clients sortent pour demander, mais ils n'achètent pas encore. Mais on a espoir de vendre. Les prix ont augmenté légèrement, mais on ne va pas tasser les clients pour leur vendre. Comme on sait qu'il n'y a pas l'argent dans le pays, on va essayer de gérer avec eux. Cette année est pire que l'année dernière. Jusqu'à présent, je n'ai encore rien vendu. Seuls 2 clients sont aperçus sur ce stand de vente. Nous sommes dans la promenade pour savoir ce que nous pouvons acheter. C'est pour faire montrer l'amour de ces personnes. C'est pour faire montrer l'amour. Je suis venu chercher un cadeau pour ma bien-aimée. Je n'avais pas l'habitude de fêter la Saint-Valentin. C'est la première fois que je veux fêter la Saint-Valentin parce que depuis la naissance de ma fille, qui a aujourd'hui 6 mois, j'ai ressenti ce que c'est que l'amour. Et je ne voudrais pas manquer la journée du 14 février. Face à l'absence de la clientèle, les vendeuses se lamentent. J'appelle les clients de sortir nombreux pour venir acheter. Que la fête maintenant, ce n'est plus pour les blancs que nous-mêmes on est dedans, de sortir massivement pour venir acheter. Malgré la morosité économique et la hausse légère des prix des cadeaux, le 14 février est bien là. Et quoi que cela en coûte, il faudra célébrer l'amour. La Saint-Valentin est un jour dédié à la redécouverte du désir pour l'autre. Les amoureux en profitent pour s'accorder de précieux instants pour raviver la flamme à travers des mots d'amour et des jeux de séduction. L'un des attraits de cette journée est la lingerie sexy et glamour. Mais l'offrir ou le recevoir en cadeau reste un sujet délicat. Quelle est son importance au sein d'un couple? Élément de réponse dans ce reportage de Chalène Kendiho et Christian Devauchy, présenté par Héloïse Winato. Lassage, matière légère et transparente, bloomers romantiques, soutien-gorge en fleurs brodées ou culottes en dentelle, la lingerie sexy est un attirail de charme qui allie confort et glamour. Porter la lingerie, ça permet de valoriser ton corps. Si tu es mince, si tu es corpulent, si tu as des rondeurs, donc ça permet de montrer le côté sexy, sensuel du corps d'une femme. Ça permet de pimenter le couple, ça permet de mieux tenir encore sa relation. Porter des lingeries est perçu aujourd'hui comme un acte audacieux. Lingerie, bon, moi je vois que c'est bon pour certains. Quant à moi, les lingeries là, bon, c'est la pratique des bras. Si je vais offrir quelque chose à ma femme le 14 février, bon, je peux lui offrir une Bible. Je n'ai jamais reçu de lingerie en cadeau et je n'en ai jamais offert aussi. C'est à la mode, mais ici en Afrique, c'est pas encore ça. Parce que pour nous, ici, c'est un sujet tabou. Quand on parle de la lingerie, directement, on parle de sexe, de l'intimité. Il y a des messieurs qui viennent vers nous pour payer ça à leurs femmes. Ainsi que des dames qui viennent aussi
payer ça pour elles-mêmes, juste pour faire une surprise à leur mari. La lingerie transporte dans un univers à la frontière du sexy et de l'érotique. L'offrir est bon, mais l'accompagner d'autres accessoires de séduction est encore mieux. Chaque cliente s'identifie dans chaque lingerie parce que tu ne peux pas proposer une lingerie telle à tel client, ça ne va pas aller. Il faudrait forcément trouver une lingerie qui convient parfaitement. Et aussi quelques petits trucs coquins comme les cartes érotiques, les dés et tout ce qu'il faut pour pimenter. Une sélection de lingerie sexy et chic, voilà de quoi sublimer les formes généreuses et laisser l'imaginaire s'envoler pendant une nuit de volupté. On reste dans le registre de la célébration de la fête de l'amour. Pour marquer la célébration, des cadeaux ont été reçus et offerts. Une équipe de la rédaction conduite par Maria-Joëlle Attalé a tendu le micro à Saint-Valentin. C'est un reportage présenté par Ulvaeus Balogun. 14 février, fête de l'amour. Une occasion spéciale pour témoigner son affection à l'être aimé. Malgré la morosité économique dans le pays, les Cotonois ne sont pas restés indifférents à la célébration. Dîner aux chandelles, nuit romantique, échange de textes affectueux, envoi de bouquets, de tablettes de chocolat et des présents sont entre autres les marques d'affection qui ont coloré la journée du 14 février. J'ai reçu un parfum avec une mousse venant de mon amoureux. De la part de mon chéri, il m'a fait du gâteau. Après ça, il m'a offert des biscuits. Moi, je lui ai offert du déodorant, en plus un bracelet pour les bracelets hommes, quoi. Une marque d'affection envers un être aimé ne devrait pas s'en tenir à la fête de Saint-Valentin. Tous les jours sont propices pour adresser des mots doux, renouveler sa flamme et exprimer son soutien indéfectible à un être cher. Je n'ai pas reçu de cadeau. Moi, je fête la fête de l'amour tous les jours. Donc, de cadeaux, et je reçois des cadeaux des autres quand ils me donnent, enfin, quand ils font de jolis gestes envers moi, c'est déjà un cadeau. Quand ils m'apprécient, quand ils me considèrent, quand voilà, ils prennent en compte mes opinions, voilà. Moi, je sens que c'est déjà un cadeau pour moi. Voilà. Pour la petite histoire, la Saint-Valentin tirerait son origine de l'histoire du prêtre Valentin. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'empereur romain Claude II interdisait les mariages afin que les hommes aillent à la guerre pour défendre Rome. Valentin, dit-on, aurait fait fi de cette interdiction et a uni en cachette de nombreux couples. Ce sera tout pour le mini-journal sur Week Echo. Ne zappez surtout pas. Week Echo se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et sans transition, à présent, place à la revue de presse économique. Bienvenue à la revue de presse sur Week Echo. Dans l'optique de renforcer la lutte contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales, le gouvernement a adopté un programme de filet de protection sociale productif dit BSOKE. La nation affiche 98 milliards de francs CFA pour les personnes vulnérables. D'après le quotidien, le programme qui sera mis en œuvre de 2023 à 2026 vise à réduire la pauvreté et les inégalités sociales grâce à l'accroissement des capacités productives des ménages les plus vulnérables. L'autre quotidien ajoute qu'avec le programme BSOKE, c'est plus de 3 millions de bénéficiaires qui sont visés. Sur ces 98 milliards de francs CFA, l'économiste croit savoir que c'est 27,5 milliards de francs CFA qui sont prévus pour le compte de l'année 2023. L'événement du jour de conclure qu'avec l'adoption de ce programme, c'est le hautement social qui est en marche au Bénin. Restons dans cette vision de réduire la pauvreté et les inégalités sociales, le gouvernement a décidé de l'extension de l'exonération de la contribution des filles du second cycle. Selon le matinal, l'extension de l'exonération de la contribution des filles du second cycle de l'enseignement général est à titre expérimental dans 20 communes pour compter de l'année scolaire 2022-2023. Et pour assurer le bon financement du développement économique et social du Bénin, le Trésor public a lancé un emprunt obligatoire
obligataire de 150 milliards de francs CFA, révèle l'économiste. À ce propos, le matinal précise qu'il s'agit d'un emprunt obligataire en 2 tranches. Une émission simultanée de 70 milliards de francs CFA et de 80 milliards de francs CFA ouverte du 14 février au 6 mars 2023 à maturité respective de 7 ans et de 15 ans. Et partageant la vision du Bénin d'asseoir un développement intégral, la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement, accorde un nouvel appui au Bénin pour le renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole, annonce l'économiste. Le même journal révèle que cette institution a aussi décidé d'accompagner la promotion du sport en milieu scolaire et universitaire. Ce sera tout pour Week Echo de ce jour. L'émission se poursuit en plateau. Et je le disais à l'entame de cette émission, elle est devenue aujourd'hui ce qu'il y a de plus conformiste. La Saint-Valentin, cette fête des amoureux, perd peu à peu de sa symbolique du fait de son caractère mercantile. On installe les confrères pour le décryptage. Et en plateau, avec moi, 2 confrères confortablement installés. Agnat Bello, honneur d'âme, bonjour. Luvaïs Balogou, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous revoir par ici. C'est un plaisir de revenir dans sa maison. Et Yannick Tchaou également, il y a très longtemps, il est passé sur ce plateau. Yannick, bonjour. Bonjour Ilvaïus. Merci d'être là. C'est à moi que revient le plaisir. Alors, je le disais, on parle de la Saint-Valentin qui aujourd'hui n'est plus vraiment la fête de l'amour. Elle apparaît malheureusement ou de plus en plus comme une fête commerciale avec une exposition presque agressive des étrennes. Adiat. Oui, c'est vrai, on peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, la Saint-Valentin est devenue l'occasion pour les commerçants, les marchands, les structures, les entreprises de se faire davantage voir, de faire un peu plus de chiffre d'affaires et même entre conjoints. C'est presque une obligation aujourd'hui d'offrir un cadeau à son Valentin. Mais moi, je me dis que le cadeau n'est pas que numéraire, n'est pas que physique. Le cadeau qu'on offre à son conjoint ou à sa conjointe à la Saint-Valentin va au-delà du matériel. Oui, offrir. Il peut aller au-delà. Yannick, comme le disait Agnat, personne n'y échappe à l'évidence. Oui, c'est évident. C'est clair comme la lumière du soleil. La Saint-Valentin, moi je pense même que depuis très longtemps, la Saint-Valentin avait perdu son sens. C'est beaucoup plus devenu la fête, pas de l'amour, plus de l'amour, mais la fête du sexe et des cadeaux. C'est un peu comme Noël pour les grands. Noël pour les grands. Oui. Voilà, où on est obligé de s'offrir des cadeaux et d'attendre un cadeau en retour. Parce que quand tu offres, tu veux bien avoir la contrepartie. Voilà. Et c'est un constat amer que de remarquer que ça se passe comme ça. Est-ce à dire que de plus en plus, l'amour se marchande, devient comme une marchandise, ou carrément, vous l'avez dit, on offre un cadeau et en retour, on s'attend à un autre cadeau. C'est comme du chantage affectif. Oui, mais je pense que depuis très longtemps, c'était comme ça. Depuis très longtemps. On va peut-être dire qu'à l'époque de nos grands-parents, c'était différent, mais même à leur époque, c'était comme ça. Mais c'était moins criard. C'était moins criard. Voilà, c'était moins criard parce que quelqu'un qui offre un cadeau, je suppose... vous offrez un cadeau à la Saint-Valentin à votre chérie, vous lui offrez une sortie, un dîner, vous attendez à ce que le dîner se finisse bien. Oui, absolument. De la manière dont vous avez fait vos calculs dans votre tête, vous attendez à ce que... Quand vous-même vous donnez ce cadeau, vous ne le donnez pas de façon désintéressée. Non, justement. Vous le donnez déjà en attendant quelque chose en La plupart des gens ne le font pas de façon désintéressée. Voilà, ils attendent une contrepartie qui n'est pas, c'est vrai, numéraire, mais qui est en nature. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Est-ce à dire que vous, femmes, bon, je ne vais pas dire, vous n'êtes pas représentative de toutes les femmes, mais je suis la seule femme sur ce plateau. Que quand les femmes offrent des cadeaux, elles n'attendent rien en retour?
Bon, ça dépend de l'intention dans laquelle elle offre ce cadeau. Mais d'une façon ou d'une autre, moi je dis toujours, ce n'est pas seulement à la Saint-Valentin qu'on est censé montrer son amour ou son attention et son affection à son conjoint ou à sa conjointe. Il ne faut pas attendre ce genre d'occasion spéciale qui pourrait ne jamais venir parce que demain ne nous appartient pas. Mais je pense quand même qu'à la Saint-Valentin spécifiquement, ce que vous offrez à votre conjoint, ce n'est pas seulement que numéraire. Moi, je connais des femmes, par exemple, chez elles, c'est devenu un axiome. Quand c'est la Saint-Valentin, même si on n'a pas le temps de sortir, je fais un bon dîner à la maison, un bon repas dans une belle ambiance, on discute, c'est l'occasion pour nous de faire le point par rapport à notre amour. Est-ce qu'il y a des choses que tu me reproches? Est-ce que tu aurais préféré que notre foyer soit tenu d'une façon ou d'une autre? Quels sont nos projets d'avenir? Est-ce que notre amour, même s'il a peut-être diminué, est-ce qu'il tient encore à la route? Est-ce qu'on peut continuer ensemble? Je pense que si on allait aussi vers ces aspects-là, on ne verrait plus que le côté marchandage, on verrait aussi l'essence même de l'amour. De l'amour. Mais là, c'est l'exemple de l'amour dans le couple. Oui, dans le couple. Mais on sait que l'amour aujourd'hui ne se vit pas uniquement dans le couple. C'est clair. L'amour se vit aujourd'hui entre les jeunes. C'est l'amour Android aujourd'hui. Voilà. L'amour Android. Et de plus en plus, le 14 février prend un peu comme pour parler de certains hommes qui estiment que c'est une fête pour les faire dépenser. Ben oui. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai toujours été contre le 14 février. Au fait, j'ai ça en aversion. Ça me sort de la peau. De la peau, oui. Pourquoi? Parce que je me dis, le 14 février, c'est une vaste arnaque qui a été bien ficelée pour pouvoir juste faire acheter des trucs. Faire dépenser. Faire du chiffre. Ouais. Parce que vous allez voir que le 14 février, il y a des sociétés, des entreprises qui font particulièrement du chiffre, qui font beaucoup de chiffres. Et toutes les publicités sont orientées pour vous faire dépenser. On ne fait jamais de publicité pour vous dire, passez du temps à la maison avec les enfants, avec votre famille, ou bien allez voir vos parents, dites-leur combien vous les aimez. On vous dit toujours, on vous offre, vous pouvez gagner tel week-end, il faut aller acheter tel truc, c'est bien pour le 14 février, ou bien il y a telle lingerie qui est bien pour telle soirée. C'est pour ça, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai toujours été contre le 14 février. Parce qu'en réalité, la fête de l'amour, c'est tous les jours. Oui, mais si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas si vous permettez, j'ai quand même l'impression qu'il y a des couples, qu'ils soient jeunes ou vieux, pour qui c'est important d'avoir ce genre d'occasion parce qu'ils sont tellement dans la gestion du quotidien qu'ils n'arrivent pas à décrocher. Or, à un moment donné, dans la vie, d'accord, c'est bon de pouvoir décrocher. Et je crois que pour moi, c'est aussi bon de pouvoir décrocher à ce genre d'occasion. Mais rien ne dit que ce sera uniquement le 14 là qu'il faut décrocher. On peut décrocher un autre jour. Voilà, au fait, c'est ce que je suis en train de dire. Mais le problème, au fait, c'est quoi? Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens pour qui, d'accord, c'est la seule occasion de pouvoir vraiment décrocher. Où on se dit, d'accord, au moins, si les autres jours, je n'ai pas pu être présent ce jour-là, au moins, il faut que je puisse faire un truc. Et c'est devenu aussi bataille rangée entre les titulaires et celles qu'on appelle les tisas. On se dit le 14 c'est pour les titulaires, le 15 c'est pour les tisas. Et moi je me dis pourquoi il y a les tisas d'ailleurs. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est une façon aussi d'avoir de l'attention, de l'affection. Dans ce monde aujourd'hui où on est, c'est vrai qu'on ne peut pas tout acheter. L'amour ne s'achète pas. Mais la Saint-Valentin aussi, c'est une occasion de nous rappeler quand même qu'il est là et qu'il fait partie de nous. Et que parfois, on a tôt fait de l'oublier ou de le ranger dans les placards. Maintenant, ça dépend de ce qu'on en fait. Moi, je pense que c'est ce qu'on en fait qui rend peut-être la fête plus mercantile qu'autre chose. Mais il y a quand même un souci. Si c'est le 14 qu'on doit pouvoir décrocher, se donner du temps, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr. C'est qu'il y a un gros problème. L'amour en vrai n'y est plus. Oui, parce qu'il y a 365 jours. Je suis d'accord avec vous. Même le quart de jour, là, on n'a pas le temps. C'est le 14. Je suis d'accord avec vous. Et cet aspect que vous soulevez, les entreprises qui en profitent pour faire du chiffre, notamment du 14, on a de façon vulgaire les chambres de passage qui, généralement, ce sont les premiers. sont pris d'assaut. Non, mais c'est parce que vous y allez aussi, hein. Il faudra le dire, c'est parce que les gens s'y vont. Oui, c'est parce que les gens s'y vont. On n'y va pas, on passe. Ils ont pas. Et on regarde. Ils n'ont pas forcé. Ils n'ont pas mis le pistolet sur la table de quelqu'un pour dire venez chez nous. Il y a demande, c'est quand il y a demande qu'il y a offre.
Et qu'est-ce qui explique que cette Saint-Valentin soit associée à de la dépravation? On estime que c'est le jour où il faut s'adonner à tout le plaisir peut-être caché. Ça va loin, au fait. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la seule façon d'aimer, j'ai l'impression. On ne sait plus ce que c'est qu'aimer sans le sexe. On a l'impression que tout l'amour se résume au sexe. Ouais. Avant, tu pouvais dire que tu étais en relation avec quelqu'un 1 an, 2 ans. Chez toi-même, à la maison, on le connaît. Et c'est une relation que toi, tu juges de sérieux. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu sois avec quelqu'un pendant 2 ans et vous n'avez jamais eu de rapport sexuel. On ne comprendrait pas. On ne prendrait même pas ta relation au sérieux. Si quelqu'un d'autre vient et puis ils font leurs choses et puis ça donne un enfant... On te dira même que vous n'étiez même pas ensemble avant. Pourquoi est-ce que tu te fâches? On ira même jusqu'à dire que tu as fait le con ou la conne. Voilà, donc c'est pour vous dire, pourquoi est-ce qu'on se plaint qu'à la Saint-Valentin, ce soit ça? C'est parce qu'aujourd'hui, l'amour est devenu ça. On a l'impression que ça se résume à ça. Et je suis d'accord avec Agnès parce que les idées reçues, à la base, sont mauvaises. Les gens se disent, vous allez voir dans la plupart des conversations, aujourd'hui, et même si quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'est des astuces pour pouvoir être performant, avoir des performances, tout ça, etc. Autant pour les hommes que pour les femmes, resserrées et autres. Vous avez des femmes qui se disent, si c'est pas un bon coup, c'est pas la peine de l'épouser. Parce que je ne veux pas m'ennuyer dans le mariage après. Le tromper. Voilà. Je ne veux pas le tromper aussi. Je ne veux pas le tromper après. Et vous avez les hommes qui se disent, il faut que je sois un bon coup parce que c'est la seule manière pour moi de garder celle qui est là. Et aujourd'hui, les jeunes garçons, les jeunes filles, quand ils veulent sortir ensemble, c'est le critère numéro 1. Est-ce que c'est un bon coup? Ça, c'est un problème, ça pose un problème. Parce que si c'est un bon coup, c'est qu'il sera un bon coup pour quelqu'un d'autre aussi. Non, mais ce qu'on oublie, c'est ça. Moi, je dis la relation sexuelle. C'est pourquoi on l'appelle relation, en fait. On ne dit pas que du sexe, la relation sexuelle, c'est l'occasion de vous connaître véritablement. Vous pouvez ne pas être un bon coup au départ, mais parce que vous avez pris le temps de vous connaître, de savoir ce que l'autre aime et tout, créer une atmosphère et tout, prendre le temps peut-être pour les préliminaires et autres, et vous atteignez un niveau où vous êtes tellement à l'aise aussi avec votre corps et à l'aise avec votre partenaire où si vous vous donnez peut-être un niveau 2 sur 10 avant, vous pouvez atteindre un niveau 8 parce que tout ça, ça dépend de l'écoute. Il faut avoir le sens de l'écoute. Donc le fait où on est trop regardant sur la performance, il faut, non. L'amour, ce n'est pas que ça. La performance aussi, l'amour, c'est tellement de choses aujourd'hui, mais on l'a trop sexualisé. Non, la performance, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et au-delà, c'est des choses qui aujourd'hui sont carrément indispensables dans une relation. Parce qu'on attend des femmes. On attend des femmes. Pour moi, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. C'est important. C'est important, c'est utile. Mais c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Vous pouvez, je sais pas, vous êtes marié, vous pouvez faire peut-être 2-3 semaines sans vous toucher. Parfois même des mois. Mais juste... vous êtes tellement complice que vous ne ressentez pas forcément le besoin d'aller à l'acte sexuel avant de vous sentir exister. Ça existe. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus cette conception-là de l'amour, des relations sexuelles. Ils se disent, si en une semaine, je ne l'ai pas touché 2 ou 3 fois, c'est que je ne vais pas bien. Ça, c'est un problème. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a plusieurs étapes pour la relation sexuelle. Il y a ce qu'on appelle les câlins, il y a le fait de se sentir dans un cocon, protégé avec son homme et tout ça. Tout ça, c'est des variantes très importantes pour l'amour. Mais aujourd'hui... voilà, c'est ça aujourd'hui. Ça ne veut rien dire, mais moi, je suis choquée. Comment, à votre avis, est-ce qu'on peut faire pour déconstruire cette façon de voir les choses? Oui, mais je crois qu'à ce niveau, ce sera une bataille individuelle. On ne peut pas gagner sur le collectif. Mais si chacun à son niveau se dit, je me réadapte, j'essaie de m'intéresser aux valeurs essentielles d'abord de mon amour, je pense même que ça va permettre à beaucoup de couples soit de se solidifier, soit de se quitter. Parce qu'ils se rendront compte que ce qui les unit, ce n'est pas vraiment l'amour. Ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Quand on aura compris que le plus important, l'essentiel, ce n'est pas que le sexe. Mais le sexe est censé être la crème chantilly, au fait. Vous savez, pour vous qui aimez la glace, c'est censé être la crème chantilly. La cerise. Voilà, ce qui est déçu. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on puisse nous rendre compte que l'amour, au fait, ça va au-delà.
c'est d'abord être là, l'un pour l'autre. C'est un partenariat de vie. Quelqu'un qui est là, qui vous écoute, un associé dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui n'est pas présent et qui, la nuit seulement, sait vous réveiller à 4 h du matin pour faire ce qu'il a à faire. Pour moi, c'est pas ça de l'amour. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse apprendre, nous-mêmes déjà en tant qu'individus, à aller au-delà. Si on gagne la bataille individuelle, on pourra gagner celle collective. Et puis, je vais pas dire que je suis pessimiste, mais je pense que c'est une bataille qui va peut-être jamais être gagnée. Il y a des restants optimistes. Qui va jamais peut-être gagner parce que vous allez vous rendre compte que malheureusement, on vit dans un monde où la technologie a tellement évolué et que plus la technologie évolue, plus les êtres humains deviennent cons. On perd les valeurs. Ils perdent leurs valeurs. On se déshumanise. Voilà, ils se déshumanisent. Et quand vous avez des réseaux sociaux, tout ça là, à la portée déjà des plus petits, c'est compliqué. Et quand on voit ce qui se passe justement sur ces réseaux sociaux. Dans nos collèges, dans nos lycées aussi aujourd'hui. Et les nouveaux parents qui peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui leur ont très tôt inculqué ces valeurs-là, auront du mal à s'en sortir parce qu'il n'y a pas eu un fil. Il n'y a pas eu un fil conducteur qui puisse leur dire, bon, ça c'est important, ça ce sont des valeurs, ça c'est des trucs qui sont superficiels, etc. Et qu'ils sachent faire la part des choses pour pouvoir à leur tour dire à leurs enfants, voilà, telle chose c'est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais si déjà à 2 ans, vous avez un enfant qui sait manipuler un téléphone, un Android, qui sait qu'il peut aller sur un réseau social et puis voir des contenus qui ne sont peut-être pas filtrés et qui ne sont pas de son âge. Voilà, qui ne sont pas de son âge. Il a des informations qu'il ne comprend pas. Voilà, biaisées qu'il ne comprend pas. Alors, comment vous voulez que ce que vous allez lui dire en ce moment-là, qu'il puisse prendre ça au sérieux? C'est très compliqué. Et on parle aujourd'hui de plus en plus de l'éducation sexuelle à l'école. De plus en plus, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qu'on apprend à l'école? Aller au-delà pour montrer la nécessité, au-delà de l'acte sexuel, parce que je pense que l'éducation sexuelle, c'est surtout les femmes, comment est-ce qu'elles arrivent à tenir leur hygiène, les hommes et tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà peut-être de ce qu'on apprend à l'école? L'éducation sexuelle, je ne sais pas quel est le programme qu'on ambitionne pour nos écoles, mais pour ce que j'ai vu en France et dans d'autres pays, ça ne se limite pas qu'à l'hygiène. Ça se limite et ça va au-delà. Comment est-ce qu'on devrait se comporter, les risques surtout, à quel moment on décide d'y aller ou pas, on ne doit pas être forcé. Ça va un peu au-delà. Mais je ne voudrais surtout pas que, en tant que parents, on se dédouane en se disant aujourd'hui à l'école on en parle, mais on n'en parle pas. Déjà que dans notre culture, parler du sexe à la maison avec les parents, c'est déjà difficile. Moi, j'ai été élevée par un homme, moi ma mère est décédée très tôt, mais ça n'a jamais empêché mon père de me parler de ces choses-là. Ah non, ma fille, fais attention, si ça, il faut les limites. Je dis toujours, tout ce que je sais, j'ai discuté avec mon père. Et ça fait, quand vous avez une construction solide à la maison, d'accord, ça vous permet aussi de pouvoir être à même de prendre du recul avec justement toute cette invasion d'informations biaisées que vous avez. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, en tant que parent, c'est très important, c'est vrai de ramener le pain sur la table, mais l'éducation qu'on donne à nos enfants, ce n'est pas que financière, c'est aussi surtout pouvoir les accompagner et leur construire. Maintenant, il y a aussi la construction par l'exemple. Si votre enfant ne vous a pas vu aimer sainement sa mère ou une femme là, il aura du mal à le faire parce que souvent on veut répéter ce qu'on fait. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre aussi dans nos foyers respectifs, dans ce noyau familial là, il faut qu'on puisse déconstruire ces valeurs que nous sommes en train de prendre là et revenir à l'essentiel. Voilà, et je pense que, je ne sais pas, mais dans nos écoles, je ne crois pas qu'il y ait encore vraiment d'éducation sexuelle parce que quand j'observe les écoles, je parcours, etc., les gars veulent se faire de l'argent, payer les professeurs et passer à autre chose. Dans beaucoup de programmes, il y a des choses qui sont plus enseignées aux enfants, qu'on ne leur apprend plus des trucs. Au fait, c'est devenu, si on doit faire l'éducation sexuelle, c'est un cours marginal. On ne discute plus avec les enfants, on ne leur demande plus leur avis, on leur dit non, telle chose, c'est pas bon, mais il faut que les enfants sachent. Il faut qu'ils comprennent à travers la discussion. Il faut qu'ils posent des questions, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui fait que c'est pas bien. Qu'est-ce qui peut arriver quand tel. Moi, je me souviens quand on était au collège, on prenait des après-midi, on dit cet après-midi, il n'y a pas cours. Toute l'école
vous vous réunissez, on vient à tel endroit, il y a des gens qui venaient, qui discutaient avec nous, et ça rigolait, c'était tellement amical. Et c'est à ce moment-là que vous sentez qu'il y a des élèves, au fait, qui sont dans des situations et qui en parlent, qui sont des situations catastrophiques. On se rend compte qu'il y a même quelqu'un qui est même déjà papa sur le banc du collège. Et les pères, ils ne le voulaient pas. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ces genres de choses. Et c'est là où les parents doivent vraiment mettre les bouchées quadruples. C'est plus double maintenant, c'est quadruple maintenant. Parce que l'école, là-bas, ce qui s'enseigne, il y a plusieurs expériences de plusieurs enfants qui s'agglutinent et qui vont apprendre autre chose à vos enfants. Et vous, les parents, vous devez être vraiment la contre-mesure de tout ça là. Et vraiment amener vos enfants à être vos complices. C'est ça. Pour pouvoir discuter de ces genres de questions. Merci, chers confrères. On va finir sur ce point-là. Cela peut être une question un peu piège. Comment vous avez fêté votre 14 février, Agnès? Au calme, comme je vous l'ai dit. Moi, j'aime bien fêter. C'est sereinement pour moi. En plus, c'était un jour de travail normal. S'il doit y avoir olé, comme on le dit, ce sera peut-être le week-end. Mais au calme. Rien de spécial? Non, pas un dîner? Un joli message, un dîner, oui. Et puis... c'est bon. Et vous, Yannick, vous avez offert une fleur? Moi, j'ai dit, je ne veux pas message. Je ne veux pas fleur. Je ne veux rien du tout le 14. Tout sera normal. Oui. Maintenant, après le 14, on va faire des trucs extraordinaires. Tranquillement. Voilà. Et là, dans ma tête, c'est en train de tourner. Je suis en train de penser à faire un repas surprise. Une recette que j'ai apprise sur Internet. Parce que je suis un bon cuistot. Ah non, je vous assure, non, mais la cuisine à la Saint-Valentin, je crois que c'est le meilleur cadeau. Invitez-nous, on viendra. Très bon mets, voilà, et que je vais lui offrir juste comme ça pour lui dire, écoute, mange, fais-toi plaisir. Merci à vous, chers confrères, Yannick Thiaou, et Aniat Bello. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, mesdames et messieurs. On installe à présent le dossier de la semaine. La radio est-elle aujourd'hui menacée avec les avancées technologiques remarquées ces dernières années? S'il est vrai que le numérique permet de faciliter l'écoute de la radio et d'en diffuser, ou plutôt et d'en développer les moyens de diffusion, comment ne pas rester en marge de cette évolution technologique? On en parle avec notre invité juste après cet élément. Média le plus consommé au monde, la radio est aujourd'hui un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Outil de communication universelle, elle continue d'être le moyen d'information ayant la plus grande pénétration sur la planète Terre. La radio est très importante dans le quotidien de l'homme car elle traverse les époques en restant le relais d'un monde en perpétuelle mutation. La radio aujourd'hui, elle sert à communiquer, informer, éduquer, sensibiliser et toute autre chose. Parce que c'est un instrument vital pour des pays comme nous, comme l'Afrique, qui se veut être et devenir performante. Donc c'est un outil mais formidable. Vous pouvez être même couché, les yeux fermés, vous écoutez la radio. Mais allez au champ, vous allez voir, le paysan, il a toujours son poste radio avec lui. Média de la mobilité, la radio est devenue une plateforme accessible à tous et partout. Elle s'est ainsi adaptée aux comportements et modes de vie des populations malgré l'avènement des réseaux sociaux et des médias en ligne. Moi, je suis toujours la radio. Mon portable est là, c'est la radio, je suis. Avec la radio, vous avez les informations fiables. Vous savez que ça là, c'est traité par les professionnels. Et il n'y a pas les fake news dedans. Tout le monde n'a pas le temps de suivre la télé. Même moi, j'étais dans le pays profond, c'est la radio qui domine. Avec la radio, ça me permet de rester chez moi dans ma chambre et de voyager beaucoup. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes avec la radio, les informations, tout ce qui se passe au Togo, en France, en Amérique, aux États-Unis, un peu partout, vous sachez tout chez vous, dans votre chambre là où vous êtes. Quand vous êtes sans la radio, c'est que vous êtes déconnecté. Un monde sans radio, il n'y a rien d'impossible, hein, mais ça sera difficile. Depuis plus d'un siècle, elle se fait l'écho de nos sociétés à travers des voix, des musiques
et des émissions. La preuve, durant la pandémie du coronavirus, elle a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la mésinformation et de promouvoir les gestes barrières. Des changements qui pourront donner naissance à d'autres innovations pour une radio meilleure. Nous sommes également à l'heure du numérique. Si nous voulons réellement être à la pointe de la technologie et si nous voulons réellement nous accommoder à tout ce qui se fait également de bon à l'extérieur, au-delà de nos frontières, la radio au Bénin doit être numérique. On a quitté le temps des disques, on a quitté le temps des cassettes, on a quitté le temps des CD. Aujourd'hui, on est au port USB, on est au câble et autres. Et donc, il faut que chaque journaliste puisse savoir tout faire. Parce que si vous ne savez pas tout faire aujourd'hui à l'ère du numérique, vous ne ferez pas bien votre métier et vous ne serez pas à la pointe de la technologie. Le monde change et la radio évolue. Promouvoir alors la diversité, c'est le seul défi qui s'impose aux acteurs de la radio aujourd'hui à travers l'évolution, l'innovation et la connexion. Et voilà qui nous plonge au cœur de notre sujet de ce jour, la radio face aux enjeux du numérique. Et pour en parler, on reçoit Tahirou Diarra. Il est enseignant-chercheur à l'EPAC, maître de conférences des universités du CAMES. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. C'est moi. Et pour conduire cet entretien à mes côtés, Amandine Agnabossou, bonjour. Bonjour à vous, Yves Balogo. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour. Et est-ce que vous écoutez toujours la radio? Pour être franc, je dirais la forme classique, non. Et vous la suivez sous quelle forme alors? Au niveau de mon ordinateur, téléphone, portable, voilà. Voilà. Vous êtes dans la forme numérique de la radio. Voilà, c'est ce que je peux dire pour être franc. Parce que même chez moi à la maison, je n'ai pas la radio. La radio classique. Oui, et que pensez-vous alors de la radio aujourd'hui? La radio, je dirais la radio est en pleine évolution, d'accord, parce que comme vous l'avez introduit, nous sommes dans un monde, je dirais, hautement numérique. Monde hautement numérique. La radio doit pouvoir, je dirais, se réajuster, se réinventer pour ne pas disparaître. Et alors, face aux mutations technologiques qu'on observe aujourd'hui, où les gens délaissent la radio traditionnelle et on suit la radio, par exemple, le poste radio est remplacé par le téléphone, la tablette et autres. Est-ce que, à votre avis, la radio est menacée? D'abord, moi, je vous dirais que c'est l'ordre normal des choses. C'est l'ordre normal des choses. Le monde évolue. Comme vous le savez, auparavant, il y avait les machines à frapper, les machines dactylographiques. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça existe? On est passé à l'ordinateur. On est passé à l'ordinateur. Donc, la machine dactylographique a cédé sa place à l'ordinateur. Mais je ne vais pas dire la même chose pour la radio. C'est pourquoi je disais à l'entame, la radio doit se réinventer pour ne pas disparaître. Elle doit se réinventer. La radio doit pouvoir se repositionner. Nous sommes dans l'ordre normal des choses, le monde évolue et donc tout ce qui arrive pour moi, c'est normal. Et comment cette radio doit-elle se réinventer alors? Oui, la radio doit se réinventer, la radio doit se repositionner, je dirais tout simplement en changeant de fusil d'épaule. C'est-à-dire? En changeant de fusil d'épaule, en changeant sa manière traditionnelle de fonctionner, en allant à la découverte de nouvelles méthodes de fonctionnement. Par exemple, nous avons parlé du numérique. La radio doit pouvoir se rapprocher du monde numérique, découvrir d'autres opportunités de diffusion de l'information. Parce que si nous voulons rester avec la forme classique de la radio, comme je l'ai dit, moi à la maison, je n'ai pas la radio traditionnelle. Et pourtant, je suis... Voilà, c'est pour moi, en tout cas, je dirais, un devoir d'écouter l'information, d'écouter la radio pour savoir ce qui se passe. Donc, si la radio ne se réinvente pas, si la radio ne se réajuste pas, cette radio va perdre des auditeurs comme moi. Mais la radio va garder les auditeurs comme les paysans qui va
Le paysan, par exemple, qui va au champ avec son poste radio à côté. Même le paysan a subi également de mutations. Nos parents qui ne savent ni lire et écrire, vous allez les voir tenir WhatsApp, envoyer des messages audio, WhatsApp. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une mutation générale. Et personne ne sera laissé de côté. Non, il y a une mutation générale et donc la radio doit pouvoir, c'est-à-dire, s'adapter. Même le paysan. Un téléphone de type Android. C'est vrai, en tout cas, je n'ai pas les statistiques réelles d'utilisation, mais quand même, il y a une forte pénétration des outils numériques, même au champ. Le paysan se déplace avec son téléphone Android et peut également écouter la radio. Ce qui est sûr, l'ancienne forme ne va pas totalement disparaître. Ça ne va pas des conservateurs. Ça, c'est très clair, ça ne va pas disparaître. Mais vous devez retenir, lorsqu'on parle de radio, on parle de taux d'audience. Et une radio doit pouvoir justifier son existence par une croissance continue de son taux d'audience. Et non le contraire. Alors, avec le numérique, si la radio ne se réinvente pas, si la radio ne se réajuste pas, alors son taux d'audience risque de baisser. Et alors, quelle est la raison d'être de son existence? Si ton taux d'audience est décroît et atteint 0, alors il vaut mieux fermer la baraque. La baraque. Et parlant de repositionnement, vous êtes l'auteur d'une innovation qui place les radios au cœur de l'évolution technologique. De quoi s'agit-il exactement? Ok, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire je suis enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, et plus précisément au département, à l'EPAC, École Polytechnique d'Abomey-Calavi, au département de génie informatique et télécommunications, dont je détiens les rênes depuis octobre 2020. Je suis le chef du département depuis octobre 2020. Et d'un autre côté, je suis également coordonnateur du master télécommunications et réseaux informatiques au niveau de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur. Donc voilà, vous avez parlé d'une innovation. C'est pour vous dire que, en tout cas, je suis dans mon champ, dans mon champ d'action et donc c'est normal. Voilà, de quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité d'un projet qui a donné son nom à une plateforme. Le projet est dénommé Africa Web Radio. C'est une plateforme que nous avons créée, une plateforme typiquement béninoise, créée pour donner l'opportunité aux radios communautaires de diffuser sur Internet et d'être écoutées un peu partout au monde. Voilà, c'est de ça. Et comment cela fonctionne? Comment la plateforme fonctionne? D'abord, cette plateforme a un volet web et un volet mobile. Donc, les radios qui désirent en tout cas appartenir à ce monde, font d'abord une inscription à travers la plateforme web pour qu'elles puissent se trouver dans la communauté. Parce que désormais, Africa Web Radio est une communauté. Donc, pouvoir se retrouver d'abord dans la communauté et après, c'est-à-dire cette inscription, nous procédons à la validation, c'est-à-dire de l'inscription de la radio. On s'assure que la radio existe vraiment à travers les documents physiques numériques qui sont réclamés sur la plateforme et même nous rentrons en contact physique avec les promoteurs de ces radios et c'est après tout ça que nous procédons à l'activation de la radio sur la plateforme Africa Web Radio en créant pour cette radio un lien de diffusion et donc un point de montage qui va lui permettre de diffuser sur Internet. Est-ce qu'il y a une différence entre votre innovation et les podcasts ou les web radios? Notre innovation se situe dans le champ des web radios. Mais cela va au-delà. Il s'agit un peu comme d'un portail sur lequel il y a plusieurs radios. Voilà. D'abord, je dirais, c'est une communauté. D'accord? Africa Web Radio est une communauté de plusieurs radios communautaires du Bénin. Actuellement, sur la plateforme, nous dénombrons 24 radios communautaires. Déjà, en moins d'un an d'existence du projet. 24 radios communautaires du Bénin, 2 radios communautaires de la Centrafrique.
et également une radio communautaire du Togo. Donc, ce n'est pas seulement les radios communautaires du Bénin. Mais nous avons dit Africa. Africa Web Radio. Voilà, cela s'étend, c'est-à-dire au niveau de la sous-région. Nous voulons être, c'est-à-dire généralistes et donc sans exclusion. Parce que c'est une innovation majeure, sans risque de me tromper, en tout cas en Afrique. De pareilles plateformes, c'est la toute première fois que nous sommes en train d'initier ça. Mais en Europe, aux États-Unis, en tout cas, voilà, des choses existent comme ça dans ce sens. Mais nous pensons que nous pouvons également nous positionner. Et donc, en moins d'un an d'existence, nous avons déjà pu former cette communauté. Et donc, il y a bien évidemment plusieurs radios qui sont à la porte d'entrée. Nous sommes en train de faire le paramétrage pour leur intégration. Est-ce que vous avez déjà des retours? Oui, des retours positifs. Oui. Je dirais positifs. Positifs, et cela nous motive davantage. Il y a eu vraiment des comparaisons qui sont opérées et cela montre que nous sommes sur le droit chemin. Je voudrais ajouter que, vous voyez, aujourd'hui nous parlons de la radio. Je vous ai dit, je suis enseignant, chercheur. En réalité, au départ, la radio n'est pas dans mon champ d'action. Donc, j'ai décidé en quelque sorte d'élargir ma zone de confort en créant de nouvelles opportunités. Et donc, nous avons décidé donc de travailler dans ce domaine pour apporter de l'innovation, de la valeur ajoutée. Donc, je disais, tantôt, notre plateforme va au-delà d'une question de web radio simple. Également, nous intégrons la notion de podcast. Et nous sommes également au-delà de cette notion parce que nous avons dit, nous voulons apporter de la valeur ajoutée. Nous voulons transformer la radio classique, la radio conventionnelle. Nous voulons transformer la façon de fonctionner en ce sens. L'innovation première que nous avons apportée, c'est de pouvoir donner la possibilité aux auditeurs, comme à l'image de WhatsApp, d'interagir avec et l'animateur radio à travers une messagerie instantanée. Également à travers un appel audio. Comme WhatsApp, on fait appel. Également, nous avons intégré cette innovation au niveau de notre plateforme. Mais au-delà de ça, nous avons dit, nous sommes au-delà de web radio, nous sommes au-delà de podcast. Également, nous donnons la possibilité aux radios communautaires de recevoir par exemple, les paiements, en tout cas des prestations radiophoniques à travers la plateforme. Nous avons également introduit un autre module de sondage. Par exemple, la radio veut avoir une idée sur un fait de société. Alors, des questions seront posées sur la plateforme aux auditeurs et à travers ça, on pourra savoir, par exemple, la population souhaite telle chose à tel pourcentage. Également, vous savez, nous sommes enseignants, chercheurs et notre rôle, c'est d'évaluer. Et donc, nous avons également introduit au niveau de notre innovation un système d'évaluation par QCM. Et pour, c'est-à-dire donner une autre forme des jeux radiophoniques qu'on avait l'habitude de faire en appelant directement. Alors, nous avons implémenté un module où l'animateur radio a la possibilité de préparer un sujet en bonne et due forme avec des notations et l'auditeur peut se connecter à la plateforme web ou mobile et se faire évaluer et c'est le système qui corrige automatiquement la copie et à la fin, les auditeurs sont classés et suivant voilà l'ordre numérique. Donc, ça offre plus de liberté à l'auditeur. Naturellement, il y a beaucoup d'innovations que nous apportons. Je ne sais pas si le temps va nous permettre. Le temps va pas le permettre. Mais allons au-delà de ces innovations. Que gagne une radio, à part tout ce que vous dites, de façon économique par exemple, que gagne une radio à s'inscrire sur votre plateforme? Que gagne une radio à s'inscrire sur notre plateforme? Nous avons d'abord parlé de la notion de communauté. Lorsque vous venez sur la plateforme Africa Web Radio, c'est que vous appartenez désormais à une communauté, qui est la communauté Africa Web Radio. Alors que si toi, radio, si tu étais seul dans ton coin, c'est-à-dire tu n'auras pas l'opportunité peut-être d'être écouté par quelqu'un qui a cette plateforme Africa Web Radio. Ça, c'est un gain substantiel. Et
qu'est-ce que la radio gagne? D'abord, nous avons mis en place un processus d'intégration, je dirais, à 0 franc. À 0 franc. C'est-à-dire, la radio n'a absolument rien à donner, à payer pendant une période allant de 6 mois à 1 an. Une utilisation gratuite pour que la radio puisse se convaincre elle-même de l'opportunité et de ce qu'elle gagne réellement. C'est les radios même qui viendront vous dire, parce que je sais, c'est réel ce que nous disons. En tout cas, les avantages sont énormes en restant dans cette communauté Africa Web Radio, parce que traditionnellement, les radios de proximité ou les radios communautaires ont une zone de diffusion. Tout à fait. En tout cas, voilà, mais vous voyez, naturellement, si tu intègres... Le champ est élargi. Voilà, si tu intègres cette communauté, naturellement, ton champ d'action est élargi. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire immédiatement, mais lorsque tu élargis ton champ d'action, tu avais une grille de programmation adaptée à une communauté donnée. Alors, c'est pourquoi je disais tantôt, la radio doit pouvoir se réinventer, se réajuster. Lorsque tu élargis ton champ d'action, il faut que tu puisses réadapter ta programmation pour pouvoir servir ta communauté. Quand on parle de radio, on parle de cible, on parle de communauté. Donc la radio doit pouvoir faire un travail substantiel pour, je dirais, redéfinir sa communauté. Maintenant, si la radio élargit son champ d'action, est-ce que ça va poser un petit problème au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication? Ah, mais là, on parle d'Internet. En tout cas, à l'heure actuelle, je ne sais pas si la législation à ce niveau, je ne sais pas s'il y a encore en tout cas des tests clairement. Elle évolue. Voilà, les choses évoluent. Oui. Bien évidemment, je pense que la RAC doit pouvoir tenir compte de tout ça. Mais là où je suis, je suis dans ma chambre, je peux diffuser des trucs sur Internet, non? Oui, mais... pourquoi ne pas permettre... Mais il y a une réglementation. Oui, naturellement, il y a une réglementation à la matière, mais on ne peut pas empêcher l'évolution. Justement, cela pose la question de la sécurité de ce qui est envoyé à travers votre plateforme. Voilà. Est-ce que ce qui est envoyé ne portera pas atteinte, par exemple, à la cohésion nationale? Quel est le suivi que vous faites derrière pour éviter que cela n'arrive? Mais les radios communautaires, à la base, sont contrôlées par la RAC. C'est pour cette raison, sur notre plateforme, il n'y a pas... en tout cas, une intégration à tous azimuts comme ça. C'est une intégration contrôlée. À la base, nous avons pensé radio communautaire, donc déjà contrôlée. Donc ces radios, à ma connaissance, ces radios ne prendront pas le risque, c'est-à-dire de déborder et de diffuser des informations qui ne sont pas justes, des informations qui vont nous amener à avoir d'autres types de problèmes. Vous devez retenir, c'est-à-dire le monde évolue et nous devons vivre avec notre temps, le numérique. Hein? Et quels sont alors les autres défis auxquels seront confrontés ces radios une fois qu'elles seront inscrites sur votre plateforme? D'abord, il y a le défi d'être connecté de façon permanente. Parce que, en tout cas, j'ai parcouru un certain nombre de radios communautaires. J'ai pu comprendre qu'il y a parfois le problème de connexion Internet qui se pose, un certain nombre de problèmes. Donc, il y a ce défi que la radio doit pouvoir relever, d'accord, d'être connecté de façon permanente. En s'intégrant à la plateforme ou à la communauté Africa Web Radio, il y a le défi de la formation, c'est-à-dire la mise à jour des connaissances. La mise à jour des connaissances. Bien évidemment, la plateforme Africa Web Radio est facile d'utilisation. C'est notre boulot. C'est ça que nous savons faire en tant qu'enseignants, chercheurs. Nous savons faire ça, développer des outils simples d'utilisation. Mais au-delà de la simplicité,
Alors, il y a le défi de la formation. Nous devons former ces radios communautaires, c'est-à-dire le personnel des radios communautaires, à pouvoir utiliser efficacement cette plateforme pour avoir de la valeur ajoutée. Amandine Anyambossou, je crois que le temps est parti. Oh, déjà. Oui, déjà. On a dit beaucoup de choses, mais on n'a pas tout dit. Oui, il reste encore beaucoup à dire. Oui. On aura l'occasion certainement de revenir encore en parler. Merci Très beaucoup belle à vous, innovation. C'est moi. Africa Web Radio. Je rappelle que vous êtes Taïrou Diarra, enseignant-chercheur à l'EPAC, maître de conférence des universités du CAMES. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Amandine Anyambossou. Evaïs Balogun. Merci pour l'entretien. Merci à vous aussi. On se dit à dimanche prochain. Oui, on prend le rendez-vous. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres pour cette émission. Retrouvez-la en replay sur le site de l'ORTV, le www.ortv.bj. Évidemment, nous sommes également dans le numérique ici. Vous nous retrouverez également sur les différentes plateformes digitales. Facebook avec la page Facebook de Bénin Business 24 et la page Facebook de votre émission Week Echo. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.